toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de traçage. Pas de traçage géométrique sur une feuille de papier, non, de traçage concret, pratique. Ce qu'on doit réaliser directement sur les pièces à usiner. Les emplacements de tenons, de mortaises, les extrémités des pièces sont des tracés qu'on doit faire très souvent sur les pièces de nos réalisations en bois massif. Techniquement, ces tracés ne présentent aucune vraie difficulté. Mais ils doivent être réalisés avec beaucoup de soin car ils conditionnent la qualité finale de l'ensemble du projet. Les risques d'imprécision et même d'erreur sont en effet assez nombreux. L'épaisseur du trait, le repérage par rapport aux graduations du réglé ou encore les erreurs de calcul sont autant de facteurs qui peuvent produire de l'imprécision. On ne fait pas de la mécanique de précision, je vous l'accorde. Mais vous devez être capable de travailler au moins au demi-millimètre près. Au-delà, les conséquences sur les assemblages sont visibles et difficiles à rattraper. J'en vois certains qui se disent « Demi-millimètre, ça va, je devrais y arriver. » Il exagère pas un peu, là, le Philippe. Mais vous avez pensé qu'une petite imprécision, plus une petite imprécision, ça peut vite faire une erreur d'1 millimètre? Pas de panique. Il y a des astuces et techniques pour tracer précisément en limitant les risques d'erreur. Pour vous montrer concrètement comment réaliser des tracés le plus rapidement et le plus précisément possible, je vais prendre l'exemple d'une petite porte à cadre avec traverse intermédiaire. On ne va pas réaliser tous les tracés nécessaires à la fabrication. Juste quelques exemples pour vous faire comprendre l'intérêt de la technique. Cette porte est constituée d'un montant gauche de 40 mm de largeur, d'un montant droit de 45 mm, d'une traverse haute de 45 mm, d'une traverse intermédiaire de 100 mm, d'une traverse basse de 45 mm, d'un panneau haut et d'un panneau bas qui s'insèrent en rainure dans les montants et les traverses. Terminée, la porte doit faire précisément 501 mm de hauteur par 376 mm de largeur et 22 mm d'épaisseur. Je pars avec des pièces corroyées et surcotées de 30 mm de longueur lors du débit. Il faut commencer par déterminer la destination de chacune de ces pièces et choisir les parements, c'est-à-dire les belles faces. Je vous rappelle au passage que la face opposée au parement est appelée contre-parement. Quel que soit l'objet à réaliser, pour bien identifier chaque pièce, je vous conseille d'utiliser les signes d'établissement conventionnels. Je pose les 3 traverses à plat sur mon plan de travail, champ contre champ, contre-parement sur table, et je trace le signe d'établissement sur les parements. Pour les traverses, c'est une sorte de V à l'envers avec une bissectrice qui descend au centre. Le signe d'établissement est fait au centre et ne doit pas toucher les champs extérieurs des traverses pour bien signifier qu'il n'y a pas d'autres pièces, ni en dessous, ni au-dessus. Lorsqu'il y a plusieurs traverses intermédiaires, vous pouvez aussi les numéroter de haut en bas ou de bas en haut. Ça aidera pour les remettre en place lors du montage. Pour les panneaux, vous pouvez placer le signe en plein milieu. Vous pouvez mettre un H pour celui du haut et un B pour celui du bas. Les montants pour terminer. Placez-les face à vous. Contre-parement sur la table, toujours, et notez les signes d'établissement dans le quart supérieur. Pour tous ces signes, il y a bien sûr des variantes en fonction des régions et des habitudes de chacun, mais la logique est toujours la même. Marquez la pièce pour qu'on ne puisse pas la confondre avec une autre et qu'on sache précisément sa place dans la réalisation. Pour finir la préparation des pièces, il nous faut couper les montants de longueur. Je vous rappelle qu'ils ont été débités avec une surcote de longueur. Une autre technique consiste à conserver les surlongueurs des montants et à ne les couper qu'une fois la porte montée. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients, mais ce n'est pas le sujet ici. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Munissons-nous d'un réglé ou d'un mètre, d'une équerre et d'un crayon de papier bien taillé ou d'une pointe à tracer, ou même, pourquoi pas, d'un tranché. Plus vos traits sont fins, plus vous travaillez précisément. Commençons par nous intéresser aux arasements des traverses. La largeur de la porte, 376 mm, est égale à la largeur des 2 montants, plus la distance qui sépare les 2 arasements des traverses. Le premier réflexe est donc de calculer 376, la largeur de la porte, moins 85, la largeur cumulée des 2 montants, 40 plus 45,
égale 291. On obtient ainsi la distance entre les deux arasements des traverses. Distance que je peux tracer sur mes traverses de manière à pouvoir usiner mes tenons. En théorie, c'est juste, mais en pratique, ça ne l'est pas forcément. Les montants peuvent très bien faire 40,3 et 45,4. Le rabotage, c'est pas de la mécanique. On est rarement au dixième près. Et donc, ça ne fait plus 85 mm, mais 85,7. 7 dixièmes, ce n'est pas négligeable. Si l'on ajoute à ça les imprécisions liées à l'usinage des tenons et les couches de vernis, on obtient au final une porte de 377 mm, voire plus, alors qu'on voulait 376. Le calcul n'est donc pas la solution. Il faut prendre en compte la vraie largeur des montants. Pour cela, je rassemble les deux montants l'un contre l'autre et je mesure leur largeur cumulée. Je lis la graduation de mon réglet, 85 mm. Ah, j'oubliais une dernière information, indispensable pour pouvoir réaliser les tracés, la longueur des tenons. J'ai opté pour des tenons de 30 mm de longueur. Il est donc temps, maintenant, de passer au tracé des arasements sur les traverses. Je commence par rassembler les traverses et je les serre ensemble avec une presse. Cela me permet de tracer les arasements sur les 3 traverses en même temps. La première chose à faire est donc de situer un premier arasement de référence. Je trace pour cela un repère à environ 35 mm d'une des extrémités. 30 mm, la longueur des tenons, plus 5 mm de surcote. Je prolonge ensuite ce repère sur les 3 traverses. Comment situer précisément le second arasement de manière à être certain d'obtenir au final une porte de 376 mm de large, sans passer par le calcul? L'astuce consiste à positionner le réglé à la cote précise des deux montants cumulés, 85 mm, comme je l'ai relevé précédemment. Il ne me reste plus qu'à tracer le repère à 376 mm pour situer le second arasement. Vous avez vu? J'ai tracé une cote sans la connaître. Et là, vous vous dites, pourquoi j'y ai pas pensé avant, plutôt que de faire des calculs? Bon, maintenant passons aux emplacements des mortaises sur les montants. Je pose les montants sur le champ l'un contre l'autre avec les signes d'établissement dans le bon sens. Il faut aligner parfaitement les extrémités avant de les serrer avec une presse. J'ai pris pour habitude de mettre le haut des montants sur ma gauche. Comme ça, je sais toujours où se trouvent le haut et le bas sans avoir à chercher les signes d'établissement. Je pose maintenant ma traverse haute à plat, contreparement sur les champs des montants en l'alignant avec les extrémités. Je trace un petit repère sur les champs des montants marquant la largeur exacte de la traverse. Je prolonge ensuite ce repère sur les deux champs. Pour un tracé bien perpendiculaire, c'est plus sûr de le réaliser à l'équerre plutôt que de suivre la traverse, qui peut bouger et vous faire dévier le trait. Je procède ensuite de la même façon pour la traverse basse. Aucune mesure, aucun calcul, aucun risque d'erreur. Les traverses hautes et basses étant situées, il faut maintenant repérer l'emplacement de la traverse intermédiaire pile au milieu. Instinctivement, on aurait tendance à 1. Mesurer la distance entre les deux traits que je viens de tracer, 2. Mesurer la largeur de la traverse intermédiaire, 3. Soustraire la largeur de la traverse à la première cote relevée, 4. Diviser le résultat par 2 puisque la traverse est centrée, 5. Reporter la cote obtenue sur les champs des montants, et enfin 6. Tracer la largeur de la traverse intermédiaire à partir de ce repère. Oui, ça peut fonctionner. Mais c'est pas spécialement rapide, et surtout ça peut générer pas mal d'erreurs. 6 actions, c'est autant de chances de se tromper. Allez, on peut faire mieux que ça. Je pose la traverse intermédiaire sur un des repères que j'ai tracés pour situer les traverses hautes et basses. Moi, je commence systématiquement par le haut que je place. Comme je vous l'ai dit, systématiquement sur ma gauche. Ouais, vous allez dire que je suis maniaque. Toujours placer les choses dans le même ordre, mettre les pièces dans le même sens. Mais c'est pas ça du tout, non! Avoir des habitudes. C'est comme un dispositif de sécurité. Dès que quelque chose n'est pas comme d'habitude, vous êtes alerté et vous cherchez ce qui cloche. Croyez-moi, ça évite des erreurs et même parfois des accidents. Bon, revenons à notre tracé.
J'ai donc posé la traverse intermédiaire sur le repère de la traverse haute. Je pose ensuite mon réglé à plat sur les champs des montants et en butée contre la traverse, et je relève la cote sur le trait qui situe la traverse basse sur les montants. Je divise cette cote par 2 et, sans bouger mon réglé, je trace un repère à la valeur du résultat de ma division. Comme toujours, je prolonge ce repère à l'équerre. On y est presque. Il me reste à poser la traverse intermédiaire sur le trait que je viens de tracer, à faire un repère contre le champ opposé et à finir en prolongeant ce repère sur les deux montants. Ça y est, la traverse est parfaitement centrée. Je n'ai fait qu'un seul calcul et je n'ai pas bougé le réglé. Les risques d'erreur sont quasiment nuls. Finalement, moins on mesure, plus on est précis. Donc, en utilisant les vraies dimensions des pièces, en plaçant votre réglé pour éviter les calculs, vous gagnez du temps et surtout, vous réduisez les risques d'erreur et d'imprécision. À vous de jouer maintenant. À bientôt.